empêcher d'être nourris maintenant, puisque normalement c'est à 15h30. Il a un peu d'avance, ça ne peut que lui faire plaisir. C'est l'horaire d'été. Oh là là. Il a quel âge, Marco? Il a quel âge? Alors, je vais vous dire tout ça. Ah, d'accord. Alors, on va demander à Marco de se montrer. Alors, pour vous dire, Marco a 24 ans. D'accord. Il est arrivé ici, il avait 1 an. Et donc, ça fait 23 ans qu'il est ici. Donc, il est né au jardin public de Cherbourg, à une époque où il y avait des animaux sauvages. Depuis... Allez, Marco, en avant. Voilà. Donc, il est ici depuis 23 ans dans sa maison. Alors, on va demander à Marco de nous dire bonjour. Une grosse fatigue. Hein. Déjà fatigué. Oui. Ah, il a faim, il a faim. Je ne sais pas quoi faire pour faire plaisir. Alors, cette espèce d'otarie est une otarie de Patagonie. Alors, elle a la particularité d'avoir une crinière. Elle fait partie des otaries à crinière. Voilà. Excusez-moi, j'enlève le masque. C'est plus compliqué. Voilà. Alors, Marco, donc c'est une otarie parce que vous voyez que sur le côté, elle a des petites oreilles, un pavillon auriculaire, ce que n'ont pas les phoques. Et puis, elles ont aussi de très grandes nageoires. On parle aussi de pattes pour les otaries. Marco, d'ailleurs, va me dire bonjour. Bonjour, Marco. Hop là, c'est bien, Marco. C'est original. C'est pas c'est bien, vous n'êtes pas trop nombreux, donc ça vous permet aussi de déambuler un peu dans les différentes parties de la salle. Donc là, nous sommes ici dans le jardin des papillons. Alors, donc, comme cela l'indique, ça veut dire qu'il y a beaucoup de papillons. Alors, ces papillons, ils ont été choisis par les créateurs, monsieur et madame Châtaignier, pour leur couleur, leur forme. Hein, tout l'établissement joue avec les formes et les couleurs de la nature. Alors, dans la première partie, vous apercevrez dans cet grand espace vitré ce sont des papillons qu'on appelle des morphos bleus. Alors, ils sont très particuliers. Et d'ailleurs, vous reverrez, il y en a d'autres espèces de morphos qui sont un peu dispersés dans toute la salle. Et ce sont des papillons qui sont luisants de façon comme métallique. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on a l'impression qu'ils sont bleus, mais en réalité, ils sont complètement incolores. Et en fait, ils ont sur leurs ailes des petites écailles qui sont emboîtées comme une toiture de maison, et ils peuvent en avoir jusqu'à 6-8 couches de ces petites écailles. Et en fait, avec la lumière, il se crée des longueurs d'onde, une réfraction, qui fait que ces ondes sont liées à la couleur bleue, ce qui donne ces couleurs à nos papillons. Et on voit qu'il y a des différences, vous verrez, ça peut aller du bleu clair jusqu'au bleu plus profond. Après, vous avez aussi toute une collection de scarabées. Alors, on a des scarabées, notamment le scarabée rhinocéros, qui est dans le haut des vitrines ici. Alors, après, au fond de cette salle, eh bien, vous verrez aussi, il y a le papillon hibou. Si vous vous mettez d'une certaine façon, vous apercevez que vous avez l'impression d'avoir un hibou devant vous. Et ainsi que de très grandes sauterelles et des menthes religieuses. Et puis,
quand on avance un petit peu par ici, on s'aperçoit qu'on a des choses très sympathiques qui sont les tarentules qui ornent cette vitrine. Personne n'est allergique. Mais je crois que la plupart des araignées, bien sûr, il y a des mygales, des tarentules, mais il y a ce qu'on appelle l'arachnophobie, c'est la peur des araignées, qui est extrêmement répandue, qui est partagée par près de 40% de nous. Hein. Dès qu'on voit une araignée, on veut l'écraser, mais les araignées sont très utiles et sont pour la plupart inoffensives. Mais effectivement, il y a quelques espèces qui peuvent être dangereuses. Et d'ailleurs, à côté des araignées, je vois les scorpions, qui eux sont extrêmement dangereux. À ce propos, permettez-moi de redonner la parole à La Fontaine, qui a écrit une fable qui s'intitule « Le scorpion et la grenouille ». Une grenouille verte qui passait par là fut aussitôt l'objet d'une ardente prière. « Passe-moi, je te prie, sur la rive opposée, et je n'userai pas de mon bel aiguillon. Je veux pouvoir scruter. »« Pourquoi as-tu fait ça ?» dit la grenouille en pleurs. « Nous mourrons tous les deux. Es-tu fou allié ?» L'insecte, malfaisant, ne put que répliquer, piquer, et ma nature, le reste n'est qu'un leurre. Chacun de nous ici ne fait qu'exécuter ce pourquoi il est fait, qu'il soit bon ou méchant. Rien ne pourra changer la nature des gens. En pensant le contraire, tu pourrais te tromper. Nous invitons à avancer avec nous dans la dernière partie du jardin des papillons. Et à vous de trouver, il y a un papillon qui est pas comme tous les autres, qui est très civique. Je dirais même un papillon républicain. À vous de le trouver. Alors, donc, dans cette partie, vous pouvez découvrir les phasmes bâtons. Imaginons que l'insecte est replié tous ses pattes. Eh bien, vous avez l'impression que c'est une petite branche de bois. Après, vous avez aussi le phasme ailé, des phasmes bambou. Vous avez dans le coin, tout droit derrière la dame qui est avec vous avez des filis, on dirait du papier crépon. Ce sont des insectes. Et puis beaucoup de variétés de morphos. Et puis, vous verrez ici, il y a le sphinx tête de mort. Alors, c'est un sphinx, un papillon qui vit normalement chez nous aussi, mais qui a été pourchassé à cause de sa tête de mort. On pensait qu'il portait malheur. Voilà. Et il y a aussi à côté une espèce de rayon là. Des cadres. C'est une partie d'une ruche. Une ruche. Voilà. Et tu as laissé une phrase d'ailleurs dans ce musée qui est important, d'Albert Einstein, pas moins. Oui. Est-ce que tu pourrais la lire cette phrase? Alors, à propos des abeilles. À propos des abeilles, c'est important. Si l'abeille disparaissait de la terre, l'homme n'aurait plus que 4 années à vivre devant lui. Impressionnant. C'est vrai que je suis admiratif quand tu nous as fait visiter ce musée, quand tu nous as expliqué tout ça. Et pour nous, c'est un plaisir des yeux, un plaisir de la découverte, mais il faut tenir ça à bout de bras jour après jour. Et bon, alors, nourrir Marco 10 kilos de poisson, c'est pas là. Mais c'est pas seulement. Malheureusement, c'est pas les animaux et les insectes, c'est malheureusement, comme dirait La Fontaine, les humains. Et une aventure comme celle-ci, c'est le sens d'ailleurs, peut-être, d'une visite telle que tu l'as proposée aujourd'hui, c'est de donner conscience à nous, simples visiteurs, citoyens, qu'une entreprise comme celle-ci mérite d'être soutenue. Et elle peut se heurter à des difficultés, parce que forcément, elle est très bien située. C'est un grand vaisseau, donc oui. Nous sommes entourés par la mer, donc parfois il y a des tempêtes, puis on maintient toujours le cap. Et être entouré par la mer, ça peut aussi attiser certaines convoitises, non? Bon, j'en dis pas plus.
Restons dans le plaisir de la visite et comme dit l'autre, Et dans l'optimisme. et dans l'optimisme, dans l'espérance, disons, et espérons que l'huître ne soit pas pour le juge et les écailles pour les plaideurs. Voilà. On va poursuivre. Alors maintenant, peut-être on va, attention, après avoir été dans le jardin des papillons, dans le monde des insectes, tu nous convies à une plongée sous-marine. Oui. Là, on va entrer dans un monde sous la mer. Voilà. Voilà. Alors on y va. J'emmène ceci. Oh là là, on entend les baleines. Je vais vous donner quelques petites clés sur la façon dont est construit notre voyage aquatique. Et ensuite, vous pouvez regarder de nouveau les bassins, ou même après notre visite théâtralisée, si vous voulez refaire un tour pour avoir le temps de regarder les poissons, eh bien n'hésitez pas. Alors, ici, ce parcours de l'aquarium est conçu donc, comme un voyage sous les eaux, comme disait Jules Verne. Donc on part de chez nous et ensuite on se retrouve avec les tortues de Mississippi, de Floride. Donc nous voilà partis aux États-Unis. On a traversé l'Atlantique. Et puis on continue de descendre et de chaque côté, là, quand vous passez la grotte sous-marine, eh bien vous avez d'un côté l'arwana, les Oscars, les Pangasus, etc. On arrive à l'embouchure de l'Amazone, etc. Et de l'autre côté, vous avez la mangrove avec piranha, et puis on continue de descendre. Donc, avec les axolotes, nous sommes au Mexique, à Mexico exactement, où cette espèce, les axolotes, sont ont quasiment disparu à l'état sauvage parce qu'ils vivaient dans les marécages autour de la ville de Mexico et que par toutes les constructions qui se développent, eh bien, les animaux meurent. Donc, on retrouve des axolotes, mais uniquement dans les animaleries, hein, parce que ça devient un peu des nouveaux animaux de compagnie. Alors plus nous avançons, plus nous allons vers les mers chaudes et profondes, hein, avec la faune qui vit dans ces eaux. Notamment vous avez alors tous les coraux, hein, ce sont des animaux, les coraux qui sont ici, avec des poissons clowns, des poissons chirurgiens, qu'on va voir un peu plus loin, des blackfish, c'est des poissons clowns noirs et blancs. Et alors, je voudrais attirer votre attention, et ceci tout au long de la visite, notamment sur certains petits poissons. Alors, par exemple, je l'ai devant moi, alors c'est pour ça que je vois très bien. Vous voyez ce petit poisson blanc avec une petite rainure jaune. Et de même que ce petit poisson tout bleu là, qui est tout petit, vous voyez, et qui est tout fin et qu'on appelle des labres. Alors, ce sont de vraies petites fées du logis. En effet, grâce à eux, eh bien, ils nous économisent beaucoup d'heures de travail. Regardez, ils absorbent le sable par la bouche et ensuite ils recrachent le sable par les ouïes. Et entre-temps, ils l'ont nettoyé. Donc, c'est grâce à eux que nous n'avons pas besoin de remuer le sable et de le renouveler. Et vraiment, c'est pas une plaisanterie, hein. Et c'est vraiment réalité. Dans le milieu naturel, il faut imaginer de très gros poissons, les uns derrière les autres, et une myriade de petits labres qui viennent nettoyer les gros poissons de leurs parasites. Et donc c'est aussi une façon pour les petits poissons de ne pas se faire manger par les plus gros. Donc ces petits poissons sont les nettoyeurs aussi bien du milieu naturel, oui. C'est eux qui nettoient les mers, oui. Et ils nettoient en plus les gros poissons de privage. Donc ils sont très très importants. Et c'est vrai que souvent on porte un regard un peu, je dirais, un peu méprisant sur tout ce qui est petit, et petit poisson, on dit est-ce que c'est bien utile? Et à ce propos, La Fontaine a écrit une fable, figure-toi, qui s'intitule « Le petit poisson et le pêcheur ». Petit poisson deviendra grand, pourvu que Dieu lui prête vie, mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie, car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un quart
Harpeau, qui n'était encore que fretin, fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre égyptienne. Le pauvre Carpillon lui fit en sa manière: que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Et quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. Rien qui vaille, eh bien soit, repartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami, qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle. Et vous avez beau dire, ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Voilà, on va poursuivre notre visite. Et là, on va rentrer dans nos dimensions. Tu parlais tout à l'heure du capitaine Nemo. Capitaine Nemo, voilà. Et alors nous allons entrer 20 dans... minutes sous les mers. Alors là, on va y aller. On y va. Nous voici dans le vaisseau de notre capitaine Nemo. Alors vous retrouverez son orgue, parce qu'il était passionné d'orgue et il jouait sans arrêt la toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Et puis vous avez donc d'où les tuyaux d'orgue. Et puis il faut s'imaginer, comme on est dans un vaisseau, eh bien que nous voyons les animaux de l'intérieur du sous-marin. Donc ce sont des fenêtres qui sont ouvertes sur la vie aquatique. Mais Catherine, c'est ce qui se passe dans 20 minutes sous les mers, excuse-moi de t'interrompre. Oui. À un moment donné, le capitaine Nemo ouvre des vasistas en quelque sorte et découvre à ses passagers les fonds marins. C'est comme ça que la scénographie du musée a été conçue. C'est comme ça que dans le musée qu'on voyait les fonds marins. Oui. Exactement. Alors, donc, on a cité, je ne vais peut-être pas dire à tout le monde, au fond là-bas, ce sont des poissons chirurgiens. Alors, pourquoi on les appelle chirurgiens? Parce que entre le corps et la nageoire caudale, c'est-à-dire la nageoire arrière, eh bien, il y a une lame. Alors, ça se voit particulièrement bien sur ceux qui sont jaunes. Et croyez-moi, c'est vraiment un scalpel. Parce que ça m'est arrivé une fois, en donnant à manger au poisson, je n'ai pas fait attention, j'ai mis mon doigt dans l'eau et j'ai reçu une pointe de ce scalpel jusqu'à l'ongle. C'est impressionnant parce que ce scalpel, excuse-moi, Catherine est tout petit, il est tout petit, il est à peine visible. Hein. Il est très coupant. Sur les jaunes, on le voit très bien, il est la blanche comme les lames des couteaux de porcelaine. Oui. Et puis alors, nous avons des poissons ballons. Conduire dans un monde onirique, aux confins du cosmos. Donc, n'hésitez pas à nous suivre.